Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va se parler de trajectoire de décarbonation, comment établir sa trajectoire en tant qu'entreprise, mais surtout comment la tenir et quel lien on fait entre trajectoire de décarbonation et reporting CSRD. Donc moi, je suis Anne Clémence, associée de Magellan. On est un cabinet de conseil en stratégie climat et environnementale. On accompagne principalement des ETI et des PME dans la définition et le déploiement de leur stratégie de décarbonation. Et on accompagne aussi les institutions qui financent ces acteurs de manière à faire bouger l'ensemble de l'économie sur ces sujets de décarbonation. Et enchanté, bonjour à tous. Donc moi, c'est Vincent Loriche. Je suis responsable de l'impact et de la transformation chez Trace, après avoir encadré notre équipe de Customer Success depuis un peu le début de l'aventure. Et donc Trace, c'est un logiciel qui accompagne, qui permet aux entreprises de piloter leurs indicateurs ESG. Et on est parti au début du carbone, donc avec on va dire un focus initial sur le pilotage de la trajectoire carbone des entreprises. Et alors, pourquoi on fait ce webinaire avec Vincent? Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà défini des objectifs de décarbonation, mais dans les faits, le passage à l'action reste très compliqué. On estime que parmi les grandes entreprises qui ont défini des trajectoires, aujourd'hui, il n'y en a que 18% qui sont en ligne, aujourd'hui on track sur la tenue des engagements climatiques, ce qui est évidemment pas suffisant. Donc c'est pour ça que nous, on veut vous expliquer comment fixer une trajectoire, mais aussi et surtout comment la tenir, comment maximiser les chances de réussir sa démarche de décarbonation et de la tenir dans le temps. On va commencer par quelques rappels pour poser un cadre à ce sujet de trajectoire de décarbonation. Alors le premier cadre qu'on ait pour tout ça, c'est bien sûr l'accord de Paris, conclu en 2015, qui nous dit qu'on a intérêt à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et le graphe que vous voyez à l'écran, c'est issu du dernier scénario du GIEC qui nous permet d'atteindre, de respecter ce seuil maximum de 2 degrés. Et on voit ici que l'enjeu, ce sera à partir de maintenant de réduire nos émissions assez massivement, d'environ 5% chaque année, alors avec des variations selon les périodes, mais d'environ 5% chaque année jusqu'en 2070 quasiment. Donc ça, c'est un premier cadre qu'on ait au niveau mondial. Ensuite, si on regarde ce que ça donne au niveau français, en fait, dans l'accord de Paris, il n'est pas spécifié comment chaque pays doit faire pour atteindre les objectifs. Et donc, c'est à chaque pays de déterminer ce qu'on appelle des contributions nationales. Donc, la France a déterminé sa contribution nationale. Cette contribution, elle s'appelle la stratégie nationale bas carbone et elle indique que la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour ça, on a déterminé des budgets carbone par palier de 4 ans. Et ces budgets carbone sont déclinés secteur par secteur. Donc ça, c'est la trajectoire. Et là, on a un aperçu des 3 prochains budgets carbone qui d'ailleurs vont être mis à jour prochainement. On a un aperçu des budgets carbone de la France. Et ce qui est important, c'est qu'ensuite, on a donc le SGPE, le Secrétariat général à la planification écologique, qui lui est en charge de finalement mettre en application et déployer cette trajectoire au niveau de la France. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir par la suite que on utilise la même mécanique au niveau des entreprises. On se fixe des objectifs et ensuite, on travaille sur les leviers, on quantifie les différents leviers. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est comment le SGPE a quantifié l'ensemble des leviers de décarbonation qu'on allait mobiliser en France pour atteindre nos objectifs d'ici à 2030. Donc tous ces leviers sont quantifiés et ensuite, on a un déploiement qui se fait à différentes échelles, au niveau local, au niveau régional, etc. Et donc ça, c'était le cadre un peu général, mondial et français. Et ensuite, maintenant, on va rentrer dans le détail de comment on fait pour une entreprise. La première chose à faire pour une entreprise, quand on veut définir une trajectoire de décarbonation, c'est évidemment de comprendre d'où on part. Et d'où on part, ça signifie souvent mesurer son empreinte carbone. Alors, mesurer son empreinte carbone, c'est assez simple, et je vais le résumer en une équation assez simple. Finalement, on commence par lister toutes les activités, tous les flux qui sont induits par l'entreprise. On va collecter des données, alors de préférence des données physiques associées à toutes ces activités. Donc, par exemple, une entreprise, elle a des bureaux, elle doit les chauffer, donc il y a des kilowattheures d'électricité ou de gaz. Elle a acheté du matériel informatique, il y a un nombre d'ordinateurs.
Et ensuite, on cherche un convertisseur carbone, qu'on appelle aussi un facteur d'émission, qui nous dit pour 1 kWh consommé en France, on émet environ 60 grammes de CO2. Pour un ordinateur, on a émis à la fabrication 185 kg de CO2, etc. On a tout un tas de convertisseurs comme ça. On multiplie donc ces deux données et finalement, on obtient l'empreinte carbone par poste. On somme tout ça et ça nous donne l'empreinte carbone totale de l'entreprise. Donc, toutes ces sources d'émissions sont classées par scope. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est une notion intéressante pour fixer des trajectoires, de comprendre quand même les 3 scopes. Donc, on a les 2 premiers scopes, 1 et 2, qui sont les émissions directes de l'entreprise liées à ses consommations énergétiques, principalement, et aussi à d'autres émissions de gaz à effet de serre, mais qui se passent vraiment sur ces sites et sur les actifs qui sont possédés par l'entreprise. On considère que l'entreprise, elle a une responsabilité directe sur ses sources d'émissions. Si elle ne les réduit pas, personne ne le fera à sa place. Et ensuite, on a le scope 3 qui regroupe toutes les émissions qui sont induites par l'activité de l'entreprise, mais qui se passent en amont ou en aval de sa chaîne de valeur. Donc, par exemple, tout ce que l'entreprise achète comme intrant pour son activité de production, et également toutes les émissions qui sont réalisées par l'utilisation de ces produits par les clients ou par la fin de vie de ces produits, la gestion du déchet, par exemple. Voilà, ça c'est important. En fait, les entreprises n'ont donc évidemment pas le même niveau de contrôle sur tous ces scopes. Et donc, on va voir qu'on va pouvoir définir des trajectoires de réduction différentes sur le scope 1 et 2 et sur le scope 3, dans la mesure où on n'a pas le même niveau de responsabilité, si on peut dire. Voilà, donc maintenant que j'ai posé un peu les bases, comment on fait en tant qu'entreprise pour définir sa trajectoire? Alors il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer sur la trajectoire de réduction d'une entreprise et ça, c'est des questions qu'on a regroupées ici, que beaucoup de nos clients nous posent, en fait, au début des projets. La première, c'est, est-ce que je dois prendre en compte les trajectoires, nationales? En tant qu'entreprise française, vous aurez intérêt à comprendre, comment est structurée la stratégie nationale bas carbone française, dans la mesure où, cette stratégie s'accompagne de leviers, donc incitatifs ou, coercitifs, avec lesquels vous allez devoir composer dans les prochaines années aussi pour votre stratégie. Le deuxième sujet, c'est le secteur d'activité. Tous les secteurs n'ont pas le même niveau d'émissions et les secteurs sont plus ou moins faciles à décarboner. Donc typiquement, on sait que le secteur pharmaceutique, c'est un secteur sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup d'enjeux réglementaires et des temps assez longs. Donc on sait que la décarbonation de ce secteur-là va prendre un peu plus de temps que d'autres secteurs avec des leviers plus évidents. Et là, on prenait l'exemple, par exemple, d'une compagnie de voyage vacances. L'autre sujet, c'est les scopes, ça j'en ai déjà parlé. Il y a aussi la notion d'effort passé. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent: moi j'ai l'impression d'avoir déjà fait des efforts et je ne peux pas le valoriser dans ma trajectoire carbone puisque c'est des efforts passés. Donc comment on fait pour gérer ce sujet? Et le dernier sujet, évidemment, et c'est le plus problématique en général, c'est le rythme de croissance de l'activité. Est-ce que j'arrive à combiner une réduction des émissions à une augmentation du chiffre d'affaires? On va en parler plus tard. Et donc pour définir une trajectoire de réduction, aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de s'aligner sur le référentiel Science Based Target, qui est donc un référentiel international qui a été d'ailleurs créé en 2015, en fait, au même moment que l'accord de Paris, et qui vise à accompagner les entreprises dans la définition de bons objectifs de décarbonation et de trajectoire de décarbonation. Il y a quelques grands principes à connaître sur cette méthode. Le premier, c'est qu'on différencie ce qui se passe sur le scope 1 et 2 et ce qui se passe sur le scope 3. On en a parlé. Et ensuite, sur ces différents scopes, on a plusieurs approches possibles pour définir une trajectoire. Sur le scope 1 et 2, la méthode la plus utilisée, c'est une méthode en valeur absolue. Donc ça signifie qu'on s'engage à réduire ses émissions de CO2 en valeur absolue. Et si on veut être en ligne avec l'accord de Paris, il faut le faire de minimum moins 42% d'ici à 2030, si on se fixe sur cet horizon de temps-là. Et alors, valeur absolue, ça veut dire que c'est peu importe la croissance de l'activité. Il y a d'autres approches possibles. Il y a des approches sectorielles pour certains secteurs spécifiques, notamment les secteurs les plus carbonés de l'économie. Et il y a aussi sur le scope 2, qui est vraiment l'achat d'électricité, une possibilité de s'engager aussi sur des objectifs d'électricité renouvelable. Mais on est obligé aussi de s'engager sur d'autres objectifs en valeur absolue si on s'engage en électricité renouvelable. Et sur le scope 3, là, on a l'approche en valeur absolue, mais on a aussi des approches qui sont donc relatives, en prenant par exemple une unité physique qui représente bien notre activité ou une unité économique. Et en l'occurrence, quand on prend une unité économique, on prend la marge
dégager la valeur ajoutée créée par l'entreprise. Et là, on peut s'engager sur une intensité carbone qui va réduire d'année en année. Et on a aussi d'autres approches, donc toujours l'approche sectorielle. Et en parallèle, on peut prendre un engagement fournisseur. Donc ça, c'est en particulier pour les entreprises qui ont un poste d'émission lié à leurs achats qui est très important et qui ont des leviers d'action sur leurs fournisseurs. Ces entreprises-là ont intérêt à s'engager à réduire les émissions de CO2 de leurs fournisseurs. On va expliquer derrière, on va donner des exemples derrière de comment tout ça peut se combiner et se traduire concrètement pour les entreprises. Une dernière spécificité à connaître sur SBTI, c'est qu'on s'engage sur 2 types d'objectifs, sur des objectifs court terme, et ça c'est le plus important. Donc c'est d'avoir un premier palier d'engagement qui soit à 5 ou 10 ans maximum, et on peut ou non s'engager sur des objectifs long terme à 2050. Et quand on s'engage sur des objectifs à 2050, on appelle ça des objectifs net zéro. Et c'est un engagement qui se fait nécessairement en valeur absolue sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise. Alors, quelques exemples, on a mis ici les engagements pris par Decathlon. Donc, Decathlon, eux, ils se sont engagés en valeur absolue. Ils l'ont fait sur le scope 1 et 2. Ils s'engagent à réduire leurs émissions de 90% en valeur absolue d'ici à 2026, par rapport à 2016, qui était leur année de référence. Et plus récemment, ils ont pris un nouvel engagement en valeur absolue sur leur scope 3. Et ils s'engagent à réduire les émissions de leur scope 3 de 20% d'ici à 2026 également. Et en parallèle, comme Decathlon, c'est une grosse entreprise et qu'ils ont pas mal de pouvoir d'influence sur leurs fournisseurs, Decathlon s'est engagé à ce que 90% de ses fournisseurs aient fixé d'ici à 2026 également des objectifs SBTI. Donc, ça signifie que leurs fournisseurs, derrière, vont aussi devoir déployer des démarches de décarbonation. Là, on a vu un grand groupe. Maintenant, il n'y a pas que des grands groupes qui s'engagent dans des trajectoires SBTI, il y a aussi des PME et des ETI. Là, on a pris l'exemple de Bollé Brands, qui est une marque qui regroupe des équipements de protection. Donc, on a les masques de ski, mais on a aussi d'autres équipements plutôt de type lunettes industrielles. Eux, ils se sont engagés aussi sur leurs 3 scopes. Donc, ils se sont engagés sur la valeur de moins 42% d'ici à 2030 sur le scope 1 et 2. Et ils ont pris un engagement par produit. Donc là, ils ont trouvé une unité physique qui représentait bien leur activité. Et ils ont dit qu'ils réduiraient de 35% leurs émissions par produit d'ici à 2027. Du coup, je prends la suite avec en fait une question qui va assez vite se poser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fixé un objectif, donc effectivement, ce qu'on va pouvoir appeler top-down, c'est-à-dire en fait on utilise un référentiel externe comme voilà, Anne-Clémence l'expliquait, typiquement les Science-Based Targets, et donc ça va fixer voilà, un objectif de réduction. Par ailleurs, en fait, on a aussi envie d'avoir en parallèle une approche bottom-up qui est, là, je vais aller identifier mes différentes actions potentielles de décarbonation et les chiffrer. Voilà, d'identifier, à la fois les identifier et de chiffrer le potentiel de décarbonation que ces actions recèlent, et finalement faire un peu cette mise en cohérence entre les deux. Cette ambition un peu qui vient de l'externe, et puis moi, ce que j'identifie en interne, et en bottom-up, ce que je sens que je peux atteindre. Et du coup, après, effectivement, le vrai objectif de l'entreprise sera entre les deux. Et donc ça sera effectivement à déterminer par chacun. Donc si on passe à l'approche suivante, comment donc nous, on a un cas d'usage chez Trace d'un de nos clients historiques, Sodexo, où ils avaient une ambition très forte, d'ailleurs de moins 34% de réduction de leurs émissions à 2025, donc demain, sur leur scope 1, 2 et 3, et le tout en absolu. La directrice carbone m'a avoué que sans doute quand ils sont engagés sur cette trajectoire, ils n'avaient pas bien compris ce que ça voulait dire. Ceci étant, une fois que ça a été entre guillemets acté, ils avaient quand même une idée voilà, de l'effort à fournir, mais il y a eu vraiment ce besoin de reconstruire complètement bottom-up comment on va atteindre ces moins 34%. Et donc c'est d'une part identifier par business unit, par pays, ce que chaque pays peut porter, entre guillemets, dans l'effort, parce qu'en fait, chaque pays ne peut pas réaliser le même effort pour la simple et bonne raison que les contextes économiques, clients, fournisseurs, etc., sur chaque région sont différents, et donc on ne va pas pouvoir actionner les mêmes actions et à la même intensité. Et si on passe au point suivant,
On va avoir la deuxième étape, c'est, effectivement en fait, d'aller à une granularité de l'action très fine. Donc à la fois la partie périmètre, chaque périmètre géographique ou d'activité est différent et d'autre part, creuser, en détail, l'action et en fait, pour être très concret, par exemple, Sodexo, il s'était dit: «Bah, nous, c'est facile, il va falloir réduire de, -30 à -40 nos consommations de bœuf». Bah, en fait, une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Parce que ça pourrait être perçu comme une action concrète, mais en fait, pour les opérationnels de Sodexo, c'est tout sauf une action concrète, parce qu'eux, ils pilotent pas, des achats de bœuf, ils pilotent des menus, ils pilotent des portions et cetera et donc en fait, il a fallu retraduire, cette action du bœuf qui est presque un objectif, en fait, en soi et vers des actions, donc réduire la taille des portions de viande, remplacer du bœuf par des viandes moins émissives telles que le poulet et cetera et donc en fait, dans Trace, dans l'outil, en fait, des non-experts du carbone vont pouvoir, en fait, piloter des KPI très concrets, des KPI opérationnels en fait, de leur vie de tous les jours, entre guillemets, de leur métier, pour atteindre, les objectifs et donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'approche complètement bottom-up. Donc, ce qui nous permet de faire une transition sur, effectivement, comment piloter cette trajectoire. Parce qu'une fois qu'on a établi, voilà, un objectif, quels vont être les éléments clés qui vont permettre de la piloter dans le temps? Donc il y a 2 piliers, déjà, les 2 piliers de base, on va dire, qui vont être, la mesure régulière de son empreinte carbone. Donc forcément, une fois qu'on se lance dans une démarche de décarbonation, bah, tout ce qu'on pilote, il faut le mesurer. Et donc, bah, il va falloir, réitérer cet exercice d'empreinte carbone, de réalisation d'empreinte carbone, chaque année, à minima. Et peut-être pas sur toutes les émissions, mais en tout cas sur les émissions, pertinentes pour sa trajectoire de décarbonation. Et ensuite, déployer des actions de décarbonation concrètes. Donc là, c'était un peu mon exemple tout à l'heure, avec les différents types d'actions qui permettaient de réduire, le bœuf. Donc ça, c'est vraiment les 2 piliers de base et puis on va en creuser d'autres qui sont un petit peu plus, enfin voilà, qui suivent en fait ces 2 piliers de base. Donc le premier pilier, donc j'en parlais, une empreinte, carbone, complète, fiable, détaillée. Complète aujourd'hui, ça devient quasi obligatoire avec la prise en compte du scope 3, hein, ce qui n'était pas encore le cas, dans la réglementation française il y a encore, 2 ans, 1 an. Fiable et détaillé, forcément fiable, donc là, on va pouvoir penser, voilà, à utiliser le plus de métriques, physique possible, parce que quand je vais réaliser des actions, en fait, c'est ces métriques qui vont être impactées et pas mes dépenses, donc voilà, ça va être ce type de choses et puis ça va être, en fait, de passer aussi d'une logique d'avoir suffisamment de granularité pour passer à une logique juste, de reporting, je reporte un chiffre, à une logique analytique. C'est-à-dire, en fait, bah, c'est pareil pour la finance, c'est-à-dire, la finance, si on a une croissance de 10 on aime bien comprendre ou une décroissance de 10 on aime bien comprendre quelle business line, quel segment client, et cetera, pourquoi? Et ben, en fait, ça va être pareil avec la trajectoire de décarbonation, si on va vouloir comprendre, quel segment d'activité, quel périmètre géographique, quelles catégories d'émissions sont impactées, de pouvoir faire des comparaisons entre sites, et cetera, et cetera. Et puis, voilà, donc ça rejoint ce que je disais, une modélisation fine, du coup, des opérations et de toute l'organisation. Donc là, l'ensemble des catégories, des différents, sites, géographiques. On peut mettre aussi des systèmes voilà, de tags, disons que c'est des dimensions d'analyse supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Nous, on voit certains clients qui vont analyser leurs émissions par chantier, pour certains secteurs d'activité, par client, et cetera. Ça leur permet aussi d'arbitrer voilà, certaines décisions. Et puis la capacité aussi, bah, de déployer des campagnes de collecte, on va dire de semi-automatiser finalement cette collecte de données. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'il faut réitérer cet exercice d'empreinte carbone, on n'a pas envie d'y passer plus de ressources que nécessaire, évidemment. Et donc, enfin voilà, l'objectif, ce sera de minimiser finalement l'effort annuel pour actualiser son empreinte carbone. Ensuite, j'en parlais pas mal avec le cas Sodexo, mais pour le redire, voilà, dans un des piliers clés, ça va être, de modéliser l'impact carbone, sur des actions, très concrètes d'un point de vue métier et avec des KPI métiers. Donc, voilà, par exemple, là, pour un exemple du verre, ça va pas être de réduire les achats de verre de X, ça va être peut-être de jouer sur le poids des bouteilles. Parce que ça, c'est un KPI métier qu'on peut directement discuter avec les fournisseurs.
Et ensuite, une fois qu'on a ces 2 piliers de base, on est content, on a eu un plan d'action qui commence à être chiffré, on a cette empreinte carbone qu'on met à jour. Mais en fait, il va y avoir l'étape d'après qui va être, en fait, tout ce qui est autour de la gouvernance. Parce que là, si on met en place un outil, par exemple, pour réaliser ça, on est très content, sauf que l'outil, ça fait évidemment c'est une brique, mais ça fait évidemment pas tout. Et en fait, il va y avoir plein de décisions business à trancher. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit que son plan d'action, on arrive à atteindre les objectifs, mais il faut soit revoir le système logistique et du coup abandonner la livraison à J+1 au client, ou alors à utiliser des matériaux un peu différents pour nos produits et du coup ça augmente les coûts de 3%, il y a un arbitrage. Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour notre activité? Est-ce qu'on accepte d'augmenter un peu les coûts? Est-ce qu'on accepte d'avoir une livraison peut-être un peu plus longue? Et en fait, tous ces arbitrages, c'est des vrais arbitrages business. Et donc, il y a tout un système de gouvernance qu'il faut mettre en place autour de sa stratégie et de son pilotage de sa trajectoire carbone. Et du coup, pour en gros alimenter ces arbitrages, il va y avoir l'impact financier. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a un plan d'action, on veut tout de suite savoir combien ça coûte, sinon il ne se passe absolument rien dans l'entreprise. Et donc là, ça sera aussi bien qu'on évalue l'impact CO2 de chaque action, ce sera évaluer l'impact coût de chaque action et donc de chaque plan d'action. Ça permet aussi de prioriser les actions, c'est-à-dire qu'il y a certaines actions qui vont avoir un ROI carbone bien meilleur que d'autres. Donc certaines actions, ça va être 48 € par exemple par tonne de CO2 réduite, tandis qu'une autre, ça sera 130 €. Et donc on a envie de prioriser bien sûr celles qui ont un ROI économique plus important. Et enfin, on va dire un dernier pilier, celui-là un petit peu plus bonus, mais qui peut s'avérer quand même assez générateur de valeur, qui vont être de simuler plusieurs scénarios. Tout simplement parce que, vous l'aurez compris, il va y avoir un ensemble de décisions à prendre, certaines qui ont des impacts business assez forts. Il va y avoir différentes trajectoires de CO2, différentes trajectoires financières. Et en fait, finalement, pour comparer tout ça et arbitrer entre une trajectoire un peu plus ambitieuse, un peu moins ambitieuse, etc., c'est utile quand même d'avoir différents scénarios de trajectoire et différents scénarios financiers. Et donc, une fois qu'on a vu comment établir sa trajectoire, comment la mettre en œuvre et bien la piloter, nous, on voulait revenir sur quelques conseils pour vous aider à, maximiser les chances d'atteindre vos objectifs et de tenir votre trajectoire de décarbonation dans le temps. Le premier sujet, ça paraît évident, mais dans les faits, nous, on voit que c'est pas si évident. Le premier conseil, c'est insérer votre trajectoire de décarbonation dans une réflexion stratégique d'entreprise. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entreprises qui font pas un lien très clair entre leur trajectoire carbone et leur business plan. Et notamment, au moment de fixer les objectifs carbone, il n'y a pas ce lien avec le business plan et on remet pas en cause certains éléments stratégiques qui avaient pu être été définis par avant. Donc nous, on vous invite à lier les 2 réflexions et pour ça, on s'appuie beaucoup sur la méthode ACT pas à pas. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à recommander cette méthode ACT pas à pas en parallèle de la fixation de trajectoire par notamment les SBTi, puisque c'est aussi ce que font les institutions financières, notamment BPIFrance, qui s'appuie sur cette méthode pour accompagner les entreprises dans leur démarche de décarbonation. Et c'est aussi une méthode qui est utilisée en France par l'AMF et la Banque de France, notamment pour évaluer la performance carbone des entreprises. Donc c'est une méthode qui a été conçue en France par l'ADEME et à l'international par le CDP, qui est le Carbon Disclosure Project. Et c'est une méthode qui permet de définir une stratégie de décarbonation qui est crédible, qui est ancrée donc dans la stratégie globale de l'entreprise. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'au-delà de vous permettre de déployer votre démarche de décarbonation, la méthode permet aussi à l'entreprise de travailler sur la résilience de son modèle. Donc il y a vraiment les 2 visions. Il y a la vision impact de l'entreprise sur le climat et impact futur du climat et de la transition sur le modèle de l'entreprise. Et un point intéressant aussi à mentionner, c'est que cette méthode est aussi actuellement subventionnée par l'ADEME. Donc on peut obtenir des subventions de 50 à 70% du montant total en fonction de la taille de l'entreprise. Alors comment ça se passe? Une démarche acte pas à pas. Il y a 5 grandes étapes. C'est une démarche qui prend un peu de temps, qui est menée en 12 mois, parfois 18 mois.
il y a tout un premier volet de diagnostic. Là, pour comprendre, alors il y a un diagnostic interne qui vise à comprendre le niveau d'alignement actuel de la stratégie de l'entreprise avec les enjeux climatiques. Et il y a aussi un diagnostic externe qui vise à identifier quels sont les points de vulnérabilité du modèle, justement face au changement climatique futur, enfin actuel et futur, et face à la transition bas carbone. Donc une fois qu'on a un peu posé le diagnostic, là, on peut se projeter dans une planification stratégique. Et dans la planification stratégique, il y a 3 étapes. Il y a une première étape de vision long terme, et on va en reparler après, mais l'objectif, c'est de regarder à long terme comment va évoluer notre secteur en lien avec la transition bas carbone, quels changements, nous, on souhaite voir advenir, et dans ce monde-là, dans ce secteur-là, comment notre entreprise, elle fonctionnera et comment elle va se positionner dans un monde bas carbone. Une fois qu'on a établi cette vision long terme, on se projette sur la nouvelle stratégie de l'entreprise et on détaille les grands changements qui seraient à mettre en place pour atteindre notre vision carbone. Et on détaille aussi comment tout ça, ça va impacter notre trajectoire carbone. Donc c'est à ce moment-là qu'on réconcilie les objectifs carbone qu'on avait pu poser, par exemple, avec le référentiel SBTI, avec vraiment la démarche stratégique de l'entreprise et son plan d'action. Et ensuite, on détaille tout ça, évidemment, dans un plan d'action beaucoup plus opérationnel. Et là, c'est là qu'on revient sur ce dont parlait Vincent tout à l'heure. On va détailler à l'horizon du business plan de l'entreprise les coûts, les ressources nécessaires, les impacts estimés, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, donc j'en parlais sur la vision. Nous, pour que votre démarche, elle soit bien suivie dans le temps et surtout qu'elle vous permette d'atteindre vos objectifs de décarbonation, pas seulement à 2030, mais également après, on vous conseille dès le départ de faire un effort de projection au-delà de 2030. Et là, je voulais illustrer ce point avec un exemple assez concret, parce que c'est un sujet qu'on rencontre actuellement chez un de nos clients. Alors, l'idée, c'est on a une entreprise, on accompagne une entreprise manufacturière. Un des principaux postes d'émission de l'entreprise, c'est ses achats d'acier. Elle a la possibilité, aujourd'hui, dans son process de production, de remplacer son acier par un matériau de synthèse, donc plutôt à base de plastique, qui serait plus léger et qui permettrait donc de diviser l'empreinte de l'entreprise par 4. Et en parallèle de ça, l'entreprise, dans son business plan, elle a posé qu'elle avait des objectifs de croissance organique de 5% par an. Donc nous, on fait la simulation de tout ça. On voit que le passage au plastique permet de diminuer largement l'empreinte. Il y a un petit peu de croissance organique qui fait augmenter les émissions, mais globalement, à 2030, cette action-là va permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de décarbonation. Elle sera à moins 63%. Et on parle, quand on se projette sur une trajectoire Science-Based Target, on peut s'engager à 2030 sur du moins 40%, et sur le scope 3, on peut même être encore inférieur à ça, on peut être sur du moins 25%. Donc là, on est bon. En revanche, si on tire le trait à 2050, parce que là, finalement, la transition, elle ne s'arrête pas en 2030, elle continue jusqu'à ce qu'on n'émette plus du tout de CO2. Quand on se projette à 2050, si l'entreprise, elle ne trouve pas de levier d'action supplémentaire, finalement, sa croissance organique, elle va venir gommer tout l'effort qui aura été mis en place par le passage à une matière moins émissive. Et donc, à long terme, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, qu'il faut trouver d'autres leviers. Alors évidemment, on peut se dire à ce moment-là, l'entreprise, elle trouvera un matériau recyclé qui lui permette d'aller encore plus loin. Mais finalement, le problème, il se posera encore un peu plus tard. La croissance de l'activité vient gommer les efforts à long terme. Et donc, c'est pour ça que notre recommandation, nous, là-dessus, c'est d'anticiper ce coup d'après. Alors, comment on fait ça ? Finalement, comment on fait pour se projeter à 2050 et mener dès aujourd'hui des actions pour préparer 2050 ? C'est pas si évident. À 2050, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas exactement comment va évoluer notre marché, le comportement de notre client. On ne sait pas non plus s'il y aura des technologies disruptives, quelle sera leur place. On peut faire des paris et des hypothèses là-dessus. Idem sur le réchauffement. On ne sait pas si on va rester sous les 1,5 degrés, 2 degrés, si on va être au-dessus. Donc, on ne peut pas se projeter à 2050 sur une trajectoire hyper détaillée de nos émissions. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et j'ai mis ce qu'on peut entreprendre, parce que finalement, c'est ça, on peut notamment se faire des convictions sur la direction dans laquelle on veut voir évoluer notre secteur. Et ensuite, on peut aussi créer les conditions favorables à l'évolution de notre secteur à long terme. Et là, on parle de choses comme faire du plaidoyer pour faire évoluer les réglementations, faire des collectifs sectoriels pour faire de la recherche sur des sujets, des verrous techniques qu'on peut rencontrer. Et on peut tester aussi, expérimenter à petite échelle
Alors, des solutions techniques innovantes qu'on a repérées, qui sont peut-être trop chères aujourd'hui pour les déployer dans l'ensemble de l'organisation, mais qu'on peut commencer à tester sur certains bouts de l'activité. On peut tester aussi de nouveaux modèles économiques. Et c'est un peu le sens de ce que fait Decathlon, dont je parlais tout à l'heure. En parallèle de la réduction de leur empreinte carbone, vraiment de leurs produits, ils travaillent sur de nouveaux modèles économiques plus circulaires, de location, de mise en vente de produits reconditionnés, etc. Nous, on vous recommande vraiment, en parallèle de toutes les actions de pilotage de l'empreinte carbone à 2030, vraiment de pilotage et de décarbonation opérationnelle, on vous recommande d'avoir dans votre plan d'action de décarbonation un axe ou plusieurs axes d'ailleurs qui soient dédiés à toutes ces actions de transition systémique pour expérimenter des choses. Et on va voir après comment on fait ça. Donc ça fait lien avec le troisième conseil, quand on se rend compte que sur tous ces sujets qui justement visent à lever les verrous un peu compliqués de la décarbonation de votre activité ou de votre secteur, qui peuvent être par exemple des verrous réglementaires. Typiquement dans le secteur pharma, aujourd'hui, il y a énormément de réglementations qui font que c'est difficile de sortir du modèle de l'usage unique. Il y a d'autres secteurs où le verrou, c'est un verrou concurrentiel. Par exemple, dans le secteur de la mode, aujourd'hui, dans le secteur de l'habillement, il y a une concurrence féroce d'acteurs de la fast fashion et c'est difficile pour un petit acteur responsable de mener sa trajectoire et d'embarquer ses clients. Et donc, finalement, ça nous oblige, si on veut considérer des actions comme ça à long terme, de jouer collectif et de collaborer avec ses parties prenantes et également avec ses concurrents. J'ai mis ici 2 exemples qui illustrent bien comment on peut faire évoluer en fait son secteur par des petites actions qui derrière amènent à des victoires progressives. Ici, on a l'exemple du collectif En Mode Climat. Donc, En Mode Climat, c'est un collectif d'entreprises du secteur textile qui vise à demander plus de régulation de l'industrie. Il est parti du constat que aujourd'hui, dans le secteur textile, si on a une petite entreprise et qu'on veut soit produire localement, soit produire de manière décarbonée, évidemment, ça coûte plus cher. Et donc, on fait face à la concurrence d'acteurs qui ne se mettent pas ces contraintes-là. Et donc, on a du mal à avoir de l'impact en tant qu'entreprise à titre individuel si on ne fait pas changer les conditions en fait, de son marché. Et donc, En Mode Climat, eux, l'objectif, ils font du plaidoyer justement autour de 3 axes pour faire évoluer les réglementations liées aux vêtements neufs issus de la fast fashion. Ils font du plaidoyer pour amener les acteurs à relocaliser leurs activités et à développer aussi le secteur de la réparation et du réemploi. Et, ils ont une première petite victoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du malus fast fashion qui vient d'être voté à l'Assemblée et qui visera justement à taxer les acteurs de la fast fashion qui, eux, mettent énormément de références sur le marché sans tellement de contraintes liées à l'empreinte carbone. Et un deuxième exemple intéressant, c'est toutes les actions menées par le laboratoire Expanscience qui, justement, eux, ils ont bien compris cette logique collective parce que dans l'industrie cosmétique et notamment quand on parle de diffuser des produits dans les pharmacies, c'est pareil, on se heurte à pas mal de contraintes techniques et réglementaires. Et donc, ils se sont mis en collectif. Là, j'ai mis 2 projets pour illustrer un peu ce qu'ils font. Un premier projet de recherche et développement qu'ils mènent avec 13 autres acteurs du secteur pour trouver un moyen de faire des emballages qui soient moins émissifs et notamment de sortir du modèle flacon plastique qui sont ni recyclés ni réutilisés. Et ils ont également mis en place une expérimentation du vrac en pharmacie. Ils se sont associés pour cela à 4 autres acteurs, à 4 autres laboratoires, de manière à ce que la machine de vrac qui est proposée puisse délivrer les références de plusieurs acteurs en même temps. Parfait. Donc maintenant, vous l'aurez compris, je vous ai présenté la partie très opérationnelle, on va dire, du plan d'action et de la trajectoire. Anne-Clémence a permis de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça avec un certain nombre de conseils. Donc évidemment, les piliers conseils qu'on vous transmet n'ont pas vocation à être exhaustifs, mais en tout cas, pour nous, c'est ce qui nous paraît des éléments assez clés et importants. Et on a aussi voulu faire le lien du coup avec le reporting CSRD, qui est un peu l'actualité du moment, et comprendre
voilà, quel lien finalement entre tous ces conseils et cette trajectoire de décarbonation et le reporting CSRD. Donc la CSRD, déjà pour rappeler l'objectif, c'est de se dire, il y avait déjà un reporting extra-financier qui existait, la NFDR enfin, européenne et puis traduit en DPEF dans la réglementation française. Mais en fait, le constat, c'est que les entreprises publiaient des choses très disparates. Voilà, donc il n'y avait pas d'uniformité. Chaque entreprise publiait des KPI un petit peu différents et avait des périmètres de suivi un petit peu différents, etc. L'idée, c'est de pouvoir suivre de manière beaucoup plus homogène les efforts des différentes entreprises et finalement fait cette transition bas carbone et on va dire socialement juste de l'économie européenne qui est souhaitée, comment on peut la piloter, comment on va pouvoir diriger les financements vers les entreprises les plus vertueuses. Donc en fait, c'est à ça que cherche à répondre la CSRD. Et donc, du coup, ouais, j'allais en dire encore 2 mots, pardon. Et du coup, on va avoir à la fois une méthodologie un peu stricte avec un ensemble de data points spécifiques où il faudra pas forcément, enfin, il faudra pas répondre à l'ensemble des data points, on répondra juste aux points pertinents. Donc, ouais, pertinent, c'est matériel pour l'entreprise. Il faut savoir que le sujet du changement climatique est quasi obligatoire. En fait, il faut justifier si l'entreprise n'est pas concernée par le changement climatique. Et je pense qu'il y a assez peu de secteurs d'activité, à ma connaissance, qui ne sont pas concernés. Donc voilà, on peut considérer que ce sujet est obligatoire. Et en fait, sur ce sujet du changement climatique et sur les autres sujets qui sont pertinents pour l'entreprise, il y a une obligation de fournir des incertitudes sur les données. Donc du coup, ça rejoint la mesure fine et fiable de la donnée d'activité. Il faut fournir des trajectoires, un plan d'action et un plan de financement de ces actions. Donc en fait, tous les éléments qu'on a évoqués, en fait, on les retrouve aussi dans la CSRD. En un mot, qui est concerné par la CSRD? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a différents niveaux, différents seuils avec voilà, un temps d'application différent. Donc, les premières entreprises sont concernées dès 2025 sur les données 2024. Et puis, il va y avoir de plus en plus d'entreprises concernées au fil des années. Il faut avoir en tête qu'il y a 50 000 entreprises qui sont concernées en Europe, donc 5 fois plus que la législation précédente européenne. Et en fait, donc Anne-Clémence vous parlait de la méthodologie ACT qui fournit un cadre très pertinent pour voilà, créer un plan de transition vraiment global. Et en fait, on retrouve dans les éléments demandés par la CSRD, en fait, voilà, tous les éléments aussi qui faisaient partie de la méthodologie ACT. Donc l'analyse des risques et opportunités, un objectif de réduction aligné avec l'accord de Paris, un plan d'action détaillé, des moyens financiers alloués au plan d'action, l'analyse des effets financiers, donc l'impact financier du changement climatique. Et donc finalement, en fait, ce qu'il faut se dire dans la CSRD, sur la partie climat, on ne réinvente pas la roue. En fait, c'est un ancrage dans la législation de méthodologies qui existaient déjà avant et qui étaient déjà mises en place et mises en œuvre par un certain nombre d'entreprises. Et du coup, pour conclure ce webinaire, un mot qui nous paraissait important sur la partie CSRD, c'est que en fait, cette CSRD, ça ne doit pas devenir une fin en soi. Alors évidemment, moi je vois beaucoup d'entreprises qui se mettent en ordre de bataille pour mettre en place les éléments qui permettront de fournir ce rapport. Mais il ne faut pas oublier que la CSRD, en fait, tous les éléments qui sont demandés, c'est les éléments on a vu ensemble que c'est les éléments qui sont nécessaires à une transition réelle de l'entreprise. Donc en fait, finalement, ces éléments, ils ne sont pas tant demandés pour les mettre dans un rapport, mais aussi et surtout pour que les entreprises puissent identifier les éléments qui sont manquants pour passer à l'action concrète. Et donc du coup, en fait, l'effort doit plutôt porter d'un point de vue très pragmatique pour se dire, OK, si je me mets en transition, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et en fait, la CSRD est un très bon cadre pour lister ces éléments. Et finalement, voilà, avoir plutôt une démarche orientée action. Et en fait, le reporting, j'ai envie de dire, suivra en mettant en place les bons process, les bons outils, mais plutôt le voir dans ce sens-là que l'inverse, c'est-à-dire j'ai une charge et je dois faire un reporting, et du coup, en fait, derrière,
je ne fais pas ma transition parce qu'en fait, je suis trop focalisé sur la création de KPI et d'indicateurs. Voilà, c'était les éléments qu'on voulait partager. Il reste 5 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Aucune question, nous souffle-t-on. En sachant que sur, les lives LinkedIn, les questions sont à poster apparemment dans les commentaires. C'est un peu comme sur Twitch, je crois. Et nous, on les voit apparaître, s'il y a des questions. Après, s'il y en a pas, on peut s'arrêter là. Parfait. Allez, on peut s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir suivis. Bah, très bonne journée et très bonne transition pour les plus courageux. Et oui, il y aura un replay disponible.